L'impasse sexuelle secrète les fictions qui rationalisent l'impossible dont elle provient. Je ne les dis pas imaginaires, j'y lis, comme Freud, l'invitation au réel qui répond, nous dit Lacan dans Télévision, page 532 des autres écrits. Phrase énigmatique que je vais essayer de vous expliquer. Vous savez sans doute que le scandale de la psychanalyse est celui d'avoir osé parler de l'enfant comme un pervers polymorphe, à savoir qu'il cherche dès son plus jeune âge à trouver des satisfactions en explorant son propre corps. Dans un premier temps, Freud avait pensé qu'un développement normal, entre guillemets, des différents stades pourrait faire en sorte qu'une relation entre les sexes, identiques ou différents, puisse être épanouissante. Mais force est de constater qu'à la fin de sa vie, il reconnaissait que le féminin restait une sorte de continent noir. Un autre scandale de la psychanalyse freudienne est celle de prendre en compte dans le calcul de nos existences la pulsion de mort. Découverte par la répétition d'expériences traumatisantes, même si celles-ci avaient été surmontées chez les patients. Cette répétition trouvera à être qualifiée par Lacan du terme de jouissance. Lacan s'est enseigné de Freud à partir de ces impasses-là, celle de l'auto-érotisme et celle de la pulsion de mort. On connaît évidemment de Lacan la fameuse phrase « l'inconscient est structuré comme un langage », mais on oublie qu'il a pu dire aussi « tout est structure, mais pas tout est signifiant », que vous trouverez dans les remarques sur le rapport de Daniel Lagache dans les écrits, page 659. L'œuvre de Freud est basée essentiellement sur la parole du patient et l'analyse de ce qui s'y manifeste dans le lapsus, rêve, mot d'esprit. Lacan va donc déduire à partir de cette œuvre comment le langage est la source de notre condition de par l'être souffrant. Je le cite à nouveau. La guérison, c'est une demande qui part de la voix du souffrant, d'un qui souffre de son corps ou de sa pensée. L'étonnant est qu'il y ait une réponse et que de tout temps, la médecine ait fait mouche par des mots. Comment était-ce avant que fût repéré l'inconscient? Une pratique n'a pas besoin d'être éclairée pour opérer, c'est ce qu'on peut en déduire, nous dit-il. La condition humaine est, à sa racine même, une condition relationnelle de par le fait même que nous parlons. Freud comme Lacan se sont donc intéressés à la souffrance humaine, à savoir à la folie. Cette dernière n'étant pas réservée ni pour Freud ni pour Lacan uniquement aux asilaires, mais bien aux êtres que nous sommes, du fait que nous sommes des êtres parlants. Les théories actuelles cherchent la cause de nos dysfonctionnements dans le cerveau, émanant d'un trouble neurodéveloppemental et ignorent par là même l'étoffe dont nous sommes faits. Ces théories croient à une résolution par des méthodes éducatives et adaptatives, contrairement à la psychanalyse qui sait d'emblée de jeu que le ratage est de structure et que le tragique n'est ni un destin confectionné par des dieux de l'Antiquité, ni par ceux des monothéismes, et encore moins par celui d'un cerveau défaillant, mais relève bien plutôt de cette étoffe. Donc le tragique relève de l'étoffe dont nous sommes faits. Comment se compose-t-elle? Elle se compose en effet du symbolique, de l'imaginaire et du réel. Pour aller vite, disons que le symbolique nous donne notre identité par les signifiants et permet qu'émerge le sujet de l'inconscient. Ce sujet de l'inconscient se constitue à partir de deux opérations nommées par Lacan comme étant celle de l'aliénation et celle de la séparation, donnant ainsi deux statuts différents du sujet. L'imaginaire est l'unité du moi qui relève du miroir. Par notre reflet dans ce dernier, le petit enfant se constitue comme une entité
et donne l'illusion d'une totalité ainsi que celle d'une maîtrise de son corps et de sa personne. Freud, avec sa deuxième topique, du moi, du ça et du surmoi, avait pourtant déjà très bien repéré que le moi n'était absolument pas maître dans sa demeure. En effet, ce dernier est aux prises directes avec ces deux autres instances que sont le ça et le surmoi, et dont le moi, à son insu, est la marionnette. Lacan, lui, s'est inspiré pour illustrer l'imaginaire du stade du miroir, stade où l'enfant, grâce à la parole de l'autre, s'y reconnaît. Jusqu'à l'âge de plus ou moins 2 ans, vous savez, le tout petit enfant n'a pas la représentation de son corps comme image unifiée, mais il vit ce dernier comme morcelé. Cette représentation, par le reflet dans le miroir, lui permet une identification, passant la parole de l'autre. Le moi se constitue donc lui aussi de l'extérieur. Donc vous voyez que ce soit pour le symbolique ou pour l'imaginaire, l'être parlant est constitué par l'extérieur, par le langage qui le nomme et par l'image qui le nomme aussi, ou qui lui permet en tout cas d'avoir l'illusion d'avoir un corps unifié. L'imaginaire est ce puits où regorgent toutes les questions du double. On voit d'ailleurs que pour certains sujets, il y a nécessité de s'appuyer sur un double pour avancer dans le monde. L'imaginaire permet donc de s'aliéner par le reflet à une image qui constituera le moi. Si l'opération dont je vous ai parlé tout à l'heure d'aliénation et de séparation opère, ce moi vise à atteindre ce qu'on appelle l'idéal du moi. Celui-ci est, si vous voulez, l'idéal auquel on aspire ressembler, avec toujours l'idée qu'on n'y arrivera pas vraiment, mais c'est l'idéal vers lequel on aspire. On peut penser aussi au mur des chambres des ados où s'affichent de nombreux posters de leurs idoles. Par ailleurs, l'imaginaire établit aussi tout de suite les enjeux de rivalité, une sorte de toi ou moi. Quand l'opération de séparation ne s'opère pas, cette rivalité peut souvent tourner dans des passages à l'acte. Le réel, quant à lui, relève plutôt de l'indicible et de ce qui, du corps vivant, est affecté. Lacan définit la clinique psychanalytique comme, je le cite, le réel en tant qu'il est l'impossible à supporter. Impossible à supporter pour soi-même, en tant que souffrant, mais aussi en tant que praticien face à la souffrance des autres. Il y a un certain, face à ce réel, un rien de vouloir en savoir, qui est à l'œuvre, mais qui parfois précipite les gens à aller consulter, tant l'insupportable a pris le devant de la scène. Le réel relève donc de ce corps affecté par les effets du langage qu'ils ont sur lui. Nous sommes donc faits de cette triple glaise, de ces trois registres, voire de ces trois types de corps qui sont noués par le symptôme pour aller vite. Les nouages peuvent être à la fois fragiles et souples, ce qui donne la variété et spécifie la singularité de chacun, et non pas la particularité d'une des catégories où on aimerait bien nous mettre. Dans son séminaire sur l'éthique, Lacan qualifie la psychanalyse comme une éthique sans bien, puisque quelque chose, qu'il appelle à ce moment-là la chose, n'œuvre pas pour notre bien. Cette chose est son premier abord de sa catégorie du réel. Cette chose est une sorte d'objet dont on ne peut pas savoir si c'est bon ou mauvais parce que autour de cette zone, c'est imprévisible. Vous n'êtes pas sans savoir que d'écouter quelqu'un ou de lui parler n'est pas sans susciter quelques affects. Vous avez sûrement déjà expérimenté cette sensation assez immédiate en écoutant quelqu'un, soit qu'il vous ennuie, soit qu'il vous séduit,
ou à l'extrême, en l'écoutant, vous éprouvez de la répulsion, ou encore vous êtes captivé sans trop savoir ce qui est à l'œuvre. On pourrait donc comparer cette chose à une sorte de chaudron explosif, une sorte de marmite bouillonnante réveillant ce qui nous brûle. Elle referme donc les passions humaines que sont l'amour et la haine, sans oublier celle que Lacan a rajoutée, celle de l'ignorance, celle dont je vous ai déjà un petit peu parlé, qui relève d'un « je ne veux rien en savoir » et qui pourtant m'anime. Nous sommes donc affectés et Lacan soulignera que l'angoisse est le seul affect qui ne trompe pas. Je vous recommande là-dessus d'aller écouter l'émission sur France Inter où Clotilde Leguil intervient pour illustrer ce concept à partir du dessin animé de Miyazaki qui s'intitule Le voyage de Chihiro. Cette zone donc qu'est la chose serait à l'origine même de la clinique et serait la première assise subjective. Cette zone n'est pas sans lien avec l'être vivant qu'on dénomme souvent l'organisme. Pourtant, Lacan différencie le corps de l'organisme. La fonction radicale de l'organisme dans l'animal, nous dit Lacan, se matérialise par la chute subite de son pouvoir d'intimidation à la limite de son territoire. L'animal est strictement solidaire d'une zone matérielle qui est celle de son environnement et peut manifester des émois face au danger. Comme vous le voyez, il est question d'une certaine zone où l'animal se sent menacé à la limite de son territoire. Jacques-Alain Miller souligne que pour l'homme, du fait que nous sommes incomplets dès notre naissance et marqués par le langage, nous avons affaire à une chute d'une partie de nous-mêmes, partie nommée par la psychanalyse d'objet perdu. Pensons au sein, par exemple. À la place de cet objet perdu, s'accroche la pulsion, qui se distingue de l'instinct chez l'animal. En effet, chacun d'entre nous est aux prises avec des pulsions, qu'elles soient orales, anales, scopiques ou vocales. Prenons l'exemple de ne pas avoir faim, mais d'être démangé par l'envie de grignoter du chocolat, des bonbons, fumer une cigarette, ou encore veiller coûte que nous soyons vus par l'autre sous notre meilleur jour, alors que notre survie n'en dépend nullement, contrairement à l'instinct. Ou encore, pensons aussi à l'envie irrésistible parfois que nous avons envie de faire chier l'autre. Voilà donc de quoi nous sommes faits, d'un organisme marqué par le langage qui effectue une perte et à la place de cette perte vient s'installer la pulsion. Cette rencontre ne se fait pas sans la présence de l'autre qui s'occupe de nous. Et voilà, notre organisme est métamorphosé en 3 corps, imaginaire, symbolique et réel. C'est ce que Lacan tente de conceptualiser avec ce qu'il appelle le principe d'aliénation et de séparation, qu'il a élaboré à partir de la question de qu'est-ce que l'être du sujet. Étymologiquement, aliénation signifie dans la langue juridique la cession, le don. On pourrait dire que notre environnement, notre atmosphère, est le langage que Lacan dénomme l'autre avec un grand A, puisque nous sommes parlés avant de parler. Ainsi, le langage, tout autant que les discours, nous préexistent. Pourtant, l'impact de ces derniers cause des structures cliniques bien différentes. Des névrosés, des psychotiques, des autistes. On pourrait, pour simplifier, dire que les premiers sont à la recherche de leur objet perdu, les seconds l'ont dans leur poche, et les derniers incarnent cet objet perdu. Ces structures cliniques se révèlent dans le rapport au langage. Voilà pourquoi Lacan distingue le moi du sujet. Le moi relève de l'image qu'on se fait de soi ou de l'autre, tandis que le sujet, lui, relève d'un effet de langage que nous trouvons dans les lapsus, les actes manqués, dans les rêves
ou encore dans les passages à l'acte, c'est-à-dire la manifestation du sujet de l'inconscient qui joue sur une autre scène que celle qu'on croit être la réalité. Tout ça fait qu'effectivement, faire rapport avec l'autre est éminemment compliqué. Voilà pourquoi l'impasse sexuelle est en jeu pour chacun d'entre nous. Même si Lacan n'hésitait pas à dire que des relations sexuelles, il n'y a que ça, mais il n'y a pas de rapport sexuel.